La voix de l'artiste Babamal nous renseigne sur les lieux. Nous sommes au Fouta, dans le nord du pays. 40 degrés Celsius, le soleil est au zénith. Très chaud pour les visiteurs. Au Fouta, une ambiance inhabituelle au rythme d'une campagne électorale. Mais c'est plutôt une tournée économique du chef de l'État, nous disent quelques habitants de Ndioum habillés en marron beige et très enthousiastes. Ourossogui, notre destination. Ici habite notre interlocutrice, Zainab Ndiaye. Cette mère célibataire est parmi des milliers de femmes victimes de refus de paternité de leur enfant après une grossesse hors mariage. Elle s'est battue jusqu'au bout. Zainab se souvient de cette relation qu'elle assimilait à celle de Roméo et Juliette. Mais sa grossesse a mis fin à ce rêve. On était de ma grossesse, je me suis sentie déçue. Je me suis sentie déçue et choquée, très choquée même, parce que je ne m'y attendais pas. Son amant, voulant fuir ses responsabilités de père, la jeune institutrice y a opposé un refus catégorique. Son bourreau, en service militaire à Ourossogui, dans le nord du pays, propose l'avortement sous prétexte qu'il est marié. Il s'est même permis de menacer la jeune fille. Mais c'est sans compter sur la détermination de la future mère célibataire. Quand j'ai commencé à sentir les signes de grossesse qu'il était absent, il avait pris congé. C'est à son retour que je lui en ai parlé, mais il ne croyait pas. J'ai insisté. Il m'a proposé d'aller ensemble faire le test de grossesse à l'infirmerie. Une fois que le test est fait, il m'a proposé d'avorter clandestinement sous prétexte qu'il a une épouse et des enfants. Il ne pouvait pas gérer cette grossesse-là. Il n'est pas prêt pour l'accepter. J'ai catégoriquement refusé. Avant, tu savais parfaitement bien que tu es un homme marié et que tu as des enfants. Ça ne t'a pas empêché de faire ce que tu voulais faire. Après, il me demande si je connais quelqu'un à l'hôpital qui pourra me faire avorter sans problème. Après, lui, il est prêt pour payer, ce que j'ai catégoriquement refusé aussi. Il m'a proposé de me donner de l'argent pour que je puisse aller quelque part, me faire avorter là-bas. Il m'avait même donné l'adresse de ce gars qui devrait me faire avorter et son numéro de téléphone. J'ai encore refusé, donc il me menace. Aucune issue, l'homme détenu opte pour le forcing, la séquestration. 5 jours sans me donner à manger, sans me prendre en charge médicalement, parce que tout ce qu'il voulait, c'est que j'avorte. Le 5 jours, quand il partait au boulot, il a oublié de fermer la chambre à clé. C'est là où je me suis échappée, prendre un taxi et rentrer chez moi. Quand je suis arrivée à la maison, il y a une sage-femme à qui on partageait la même maison qui m'a conduit à l'hôpital. Admise à l'hôpital, Zainab se remémore de ses jours sombres d'hospitalisation. Durant tous ces 5 jours que je suis hospitalisée, il n'est pas venu me voir là-bas. Il ne m'a pas pris en charge médicalement. Même un petit morceau de comprimé ne l'a pas acheté pour moi. C'était vraiment des moments très durs. J'ai vraiment souffert là-bas. C'était dur. Au moment de sa convalescence, la jeune Zainab est allée voir les collègues militaires du père de son enfant, espérant avoir gain de cause. Mais hélas, finalement, une plainte à la gendarmerie a fait revenir à la raison l'auteur de la grossesse. C'est au 7e mois que je suis allée déposer une plainte. Après avoir reçu la convocation, il a eu peur d'aller répondre. C'est à ce moment-là qu'il est venu rencontrer ma famille accompagné de son grand frère, même père et de ma mère et d'un de ses cousins. Et après que j'ai eu gain de cause devant mes parents et lui, donc je suis allée retirer ma plainte. Aujourd'hui, son fils a 5 ans et n'a aucun contact avec son père
biologique. Mon enfant ne m'a jamais demandé son père parce qu'il ne le connaît pas. Son papa n'a jamais fait d'effort pour que son fils le connaisse. En tant que père, il ne fait rien pour que son fils le connaisse. Donc, ce n'est pas à moi de lui faire connaître son papa. Pour beaucoup de personnes, la naissance d'un enfant est un rayon d'espoir. Pour d'autres, une descente aux enfers, surtout quand celui qui est supposé en être l'auteur en refuse la paternité. Les considérations socio-religieuses font que plusieurs familles s'en remettent difficilement de ce déchirement exacerbé. À cela s'ajoute un environnement juridique qui laisse peu de possibilités d'action à la femme. dama ne moom la te c'est parce que moom la wallahi la azim waxtu bi may waxee yow sama doom bi mu juddoo nekk liir ba fii may waxee yow benn kanam la yor muy kanamu papa musu changé lu muy gën di màgg sax di gën a nduroog papa. Cette dame que nous nommons Ramata est également victime. À 24 ans, cette habitante de Thiaroye Gare en banlieue dakaroise a pris une grossesse après 3 ans de relation amoureuse avec un mécanicien. Ce dernier, polygame de 2 épouses, fuyant ses responsabilités de père, la jeune Ramata était obligée de vivre seule sa grossesse avec ses parents. Jusqu'à présent, il n'a pas osé assumer la paternité de l'enfant. Il est parti sans nouvelles et j'étais obligée de vivre seule ma grossesse avec l'aide de ma maman. Actuellement, j'éduque seul mon enfant. Il aura bientôt 7 ans. 7 ans sans la présence de son père biologique. La déclaration de l'enfant à l'état civil, un autre problème. Mohamed porte le nom de famille autre que celui de son père biologique. Ramata dit avoir agi sous l'effet de la colère. Sek, c'est son vrai nom de famille. D'ailleurs, il répond ainsi dans le quartier. Tout le monde connaît son père. Mais à l'état civil, c'est Diouf. C'est moi qui ai déclaré mon enfant ainsi parce que son père biologique a fui toutes ses responsabilités. Aujourd'hui, mon enfant commence à comprendre. Puisqu'à l'école, c'est le Diouf qui passe. Je l'ai fait parce que j'étais dans un désarroi. Nous sommes à Mbour. En cette période de grandes vacances, la petite côte est animée avec l'arrivée des touristes, même en période de pandémie. C'est ici qu'habite notre interlocutrice Nafissatou. Elle n'est pas victime de refus de paternité, mais sa sœur cadette, oui. Fuyant ses responsabilités de père biologique, Nafi et son époux ont adopté devant la loi l'enfant qui est aujourd'hui âgé de 12 ans. Le gars n'a pas accepté la paternité de l'enfant et jusqu'à présent, j'ai pris en charge l'enfant avec le consentement de mon mari. On est allé au niveau du tribunal, on l'a adopté et on gère tout concernant sa santé, éducation, tout. Et vraiment, il est dans de très bonnes conditions. Il est âgé de 12 ans, il faisait cette année la classe âgé de 12 ans. Machallah, c'est un très bon élève quand même, très intelligent, alhamdoulilah. Selon le dernier recensement de l'organisation Touche pas à ma sœur, plus de 19 000 cas de refus de paternité ont été enregistrés au Sénégal entre 2019 et 2020. Son président Ismaël Kambi. Nous sommes actuellement à 19 640 cas de refus de paternité sur l'ensemble du territoire national. Les 3 régions les plus touchées sont les régions de Ziguinchor, de Kolda et de Tambacounda. Qu'est-ce qui faisait que cette partie du pays soit la plus touchée? Alors, il y a d'abord la pauvreté, il y a la promiscuité, il y a aussi le fait qu'un faible taux de scolarité. Mais que dit concrètement l'article 196 du Code de la famille? Élément de réponse avec Maître Malik Ndour, il est greffier au tribunal d'instance ordonnance de Dakar, par ailleurs coordonnateur du service de l'état civil de la dite juridiction. Revenant à l'article 195 qui fait l'économie de la filiation incestueuse, pourrait être qualifiée de filiation incestueuse la filiation résultant d'une relation transgressant la prohibition de certaines unions pour cause de parenté ou d'alliance. La principale conséquence qu'on peut tirer de cet état de fait, c'est qu'un enfant né d'un commerce incestueux ne peut être en aucun cas reconnu par son père, hormis le
cas où le mariage de ces auteurs n'est plus prohibé par l'effet des dispositions de l'article 110 alinéa 2 qui aménage une restriction à la prohibition selon laquelle il n'y a plus de prohibition pour cause de parenté ou d'alliance. Les dispositions de l'article 195 semblent aussi être défavorables pour la femme ainsi que pour l'enfant. Et l'interprétation qu'on pouvait en faire, c'est que le législateur cherche à maintenir l'équilibre social et à préserver cet enfant qui est issu donc de cette relation incestueuse. Les enfants qui sont issus de cette relation n'ont pas demandé à naître et ils risquent véritablement d'être les victimes de cette disposition. Et cela commence à faire lésion dans la société et pouvait en quelque sorte constituer une véritable bombe sociale. L'article 195 du Code de la famille ainsi que l'article 196 assure l'interdiction de la recherche de paternité. Dans ce micro-trottoir, des citoyens interrogés parlent de dispositions discriminatoires. Je pense que c'est vraiment une injustice. Je pense qu'une loi qui semble pour certains être injuste dans une république. Je pense que cette loi, c'est une aberration à la limite. Cette loi doit être revue et corrigée. Je pense que ces deux articles devraient être revus parce que les cas ne se ressemblent pas. La maman devrait pouvoir avoir cette opportunité, avoir ce droit de rétablir aujourd'hui une vérité. Ça enfreint les droits de l'enfant, mais aussi ça porte atteinte à la dignité de la mère célibataire. Ce n'est pas uniquement la mère célibataire qui doit assurer ou assumer effectivement son enfant. Le papa aussi doit pouvoir être déterminé et effectivement la loi doit pouvoir dire ce que effectivement ce papa serait obligé de prendre comme disposition par rapport à son enfant. Il y a des enfants qui sont nés dans le lien de mariage et d'autres sont nés au mariage. C'est une injustice. On a l'habitude de dire qu'au Sénégal les textes sont tellement bien faits et que c'est la pratique qui pose problème. Pour une mère célibataire, par exemple, qui a été victime de viol, c'est l'exemple le plus pertinent que je trouve. Si on l'interdit de chercher la paternité de son enfant, ça risque de compromettre la poursuite de cette grossesse ou bien même l'éducation future de cet enfant. Quelle que soit la manière dont ton enfant est né, je pense que le droit le plus absolu pour un enfant, c'est vraiment avoir une identité. C'est comme si au Sénégal, la loi encourage les hommes à ne pas reconnaître les enfants issus d'un couple non légal. Je pense que pour les cas où les mamans sont célibataires, on pourrait les permettre d'avoir recours à la recherche de paternité pour confirmer ou infirmer la paternité de leur enfant. Elle doit pouvoir effectivement faire l'objet d'une révision. C'est une injustice envers la maman et une injustice envers l'enfant même qui est né. Qu'est-ce que cet enfant a fait pour aujourd'hui mériter vraiment ce sort-là? Il n'est pas fautif et l'identité, c'est vraiment avoir ses deux parents et je pense que c'est des dispositions aujourd'hui qui ne tiennent plus la route et qu'on devrait revoir. Mariama Faye s'intéresse à la question. Cette responsable en ressources humaines pense également que cette disposition du Code de la famille est obsolète en son article 196. C'est une stigmatisation qui n'a pas lieu d'être. Aucun enfant n'a choisi d'où il devrait provenir, de quelle famille, quelle serait son origine. Aucun enfant n'a demandé à naître. Donc il faudrait que ces enfants-là, qu'ils puissent bénéficier de la même dignité et des mêmes droits que les autres enfants. Dans le cadre d'un reportage, notre consoeur Fatou Djeri Diagne du quotidien national Le Soleil avait posé la question au professeur de droit Isaac Yankoba Ndiaye. Ce dernier estime que c'est inadmissible dans un pays comme le Sénégal qu'on refuse à un enfant de rechercher son père. Pire, il n'y a aucune possibilité judiciaire. L'ancien doyen de la faculté des sciences juridiques et politiques de l'université Cheikh Anta Diop de Dakar préconise une mise à jour du Code de la famille qui date de 1972. La problématique du refus de paternité, un des domaines d'intervention de l'Association des juristes sénégalaises. Elle fait d'ailleurs le plaidoyer pour qu'un enfant puisse reconnaître sa mère ainsi que son père. S'agissant de l'article 196, la JS parle aussi des dispositions discriminatoires. Awa Tunkara. Une atteinte aux droits de cet enfant, une atteinte à son identité, une atteinte à la dignité de la femme, mais au-delà, un certain privilège accordé à l'homme, un privilège de masculinité. Parce qu'il va être père, il reconnaît un enfant, il n'en veut pas, il ne le reconnaît pas. Aucune loi, personne ni rien ne peut l'imposer à reconnaître un enfant. Et cet enfant risque de ne jamais connaître son père. Et peu importe la nature de la grossesse, la femme est le plus souvent obligée de porter l'enfant jusqu'à son terme. Pourtant, le Sénégal a ratifié
l'article 14 du protocole de Maputo. Et nous savons que parfois une grossesse peut être non désirée parce qu'il y a eu aussi des relations sexuelles non désirées, non voulues. Je veux parler de l'inceste, de l'horreur, de la violence sexuelle, du viol. Une femme qui a été violée et qui, à l'issue de cet acte ignoble, porte une grossesse sera obligée de porter encore son cauchemar durant toute la grossesse jusqu'à l'accouchement. Et ça, c'est la loi qui le lui impose. Si elle cherche à s'en débarrasser, elle tombera sous le coup de la loi. Alors que le Sénégal a ratifié le protocole de Maputo. Je veux parler de l'article 14, qui en cas d'inceste, de viol, ou lorsque la santé de la mère ou du fœtus est menacée, il faudrait qu'on autorise cette femme qui souhaite ne plus porter cette grossesse. Elle est autorisée à avorter dans ces cas précis. Je ne parle pas d'autre chose. La question est également au cœur des débats entre députés de la 13e législature à l'hémicycle, même si officiellement aucune disposition de loi n'est encore dans le circuit. Mais la réforme de l'article 196 dans le Code de la famille est un combat pour les femmes parlementaires en harmonie avec la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant que le Sénégal a ratifiée. Awa Gueye, présidente de la commission santé de l'Assemblée nationale. Nous en avons discuté non seulement en commission, mais également en plénière devant le ministre de la Justice et devant le ministre en charge de la femme et de la protection des enfants. Depuis 2017, nous avions travaillé avec le ministère de la Femme pour revisiter le code de la famille sénégalaise et identifier toutes les normes discriminatoires à l'égard des femmes. Et c'est sur ce que nous avons vu que l'article 196, qui n'autorise pas la recherche de paternité à l'enfant naturel, est une violation du droit des enfants et également du droit des femmes. Et depuis 2017, en tant que femme, en tant que parlementaire, nous nous sommes engagés pour faire des plaidoiries pour aller vers la réforme de cet article 196 du Code de la famille. Alors, en tant que présidente de la commission santé de l'Assemblée nationale, je pense en fait qu'il faut aller vers la réforme de l'article 196 pour une harmonisation avec la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant que le Sénégal a ratifiée, de même que la Convention des Nations Unies sur les droits des enfants, pour harmoniser notre texte national avec les conventions internationales que le Sénégal a ratifiées. On note une certaine banalisation, voire marginalisation de la société face à ces enfants nés hors mariage, ainsi que leur mère socialement rejetée et individuellement mal acceptée, la femme faisant preuve du non-respect de certaines normes fondamentales de la société. La grossesse illégitime est souvent vécue avec les conditions les plus défavorables. Docteur Céliba, sociologue. On va avoir des mères qui sont complètement perdues, qui sont au fond du gouffre, entre une société contraignante, une justice qui les abandonne à leur propre sort. Elles commettent le plus souvent des cas d'infanticide. Aujourd'hui, vous allez dans les prisons pour femmes, les infanticides viennent en deuxième position. Et on ne s'interroge pas sur les causes de cet infanticide parce que le plus souvent on stigmatise, alors que derrière, il y a le refus de paternité qui justifie ces actes qui sont, c'est vrai qu'ils ne sont pas quelque chose à cautionner, mais je pense qu'il est extrêmement important qu'on puisse s'arrêter, s'interroger sur ce refus de paternité qui aboutit le plus souvent à des causes des infanticides. Alors, un enfant né hors mariage est souvent jugé de manière différente. Qu'est-ce qui fait que la société ait ce regard spécifique par rapport à cet enfant, pour ne pas dire marginalisé? Oui, on les considère comme des enfants naturels. Ce sont des enfants naturels qui ne sont pas reconnus tout simplement, que ce soit au niveau de la religion, qui n'existent pas du tout. Alors que je pense qu'à ce niveau-là, l'État, la justice, le droit sénégalais doit être en phase avec ces conventions. Le fait que nous avons ce refus de paternité, c'est une injustice du droit sénégalais parce que ça, c'est une atteinte aux droits de l'enfant. Alors que le Sénégal s'est engagé par rapport à la Charte africaine des droits et du bien-être de l'enfant. Donc il y a une contradiction à ce niveau-là. C'est pourquoi les organisations de la société civile, notamment la GIES, plaident pour l'abrogation de l'article 196 du Code de la famille pour une meilleure harmonisation avec cette charte-là. Avant même le jugement de la société qui heurte le plus souvent, la victime se pose moult questions à ses premiers signes de grossesse. Une autre équation à plusieurs inconnus, d'après Khalifa Diagne, psychologue. Si le père biologique refuse, la femme, en se posant ces interrogations, va essayer de trouver des solutions. Des solutions du genre, est-ce qu'elle pourra être en mesure de garder seul son enfant, de l'élever dans le futur? Il y a des femmes qui optent pour cette solution, et même en connaissance de cause,
décident de garder leur enfant et de l'élever. Il y a d'autres femmes quand même qui peuvent aller à prendre des solutions extrêmes. Vous avez vu dans la société les nombreux cas d'infanticide. Et souvent, ce sont des femmes qui, à un moment donné, n'ont pas obtenu le soutien nécessaire auprès de leurs partenaires, mais aussi auprès de leurs familles respectives, si bien qu'elles sont dans des moments extrêmement difficiles qui peuvent les pousser malheureusement à prendre les mauvaises décisions, c'est-à-dire à vouloir mettre fin à la vie de leur enfant pour ne pas devoir être en situation de responsabilité, d'être la seule à élever leur enfant. Une situation plus grave pour cet enfant qui n'a pas demandé de naître. Il se voit différent, avec une certaine frustration. Au début, étant enfant, tant qu'il ne sait pas encore parler, tant qu'il n'a pas encore commencé à fréquenter l'école, à fréquenter ses amis, le problème ne se posera pas. Mais dès lors qu'il va sortir dans la société, en ce moment, l'enfant va entendre ses amis parler de leur père. Et l'enfant va se poser des questions, lui, en tout cas, si on ne lui présente pas quelqu'un comme étant son père. Parce qu'un enfant normal, pour l'enfant, psychologiquement, c'est un enfant qui présente les mêmes caractéristiques que n'importe quel autre enfant. Parce qu'il ne peut pas entendre ses camarades parler de leur père et que lui, il ne parle pas de son père et qu'on ne lui parle pas de son père. C'est la raison pour laquelle l'enfant va poser forcément la question à sa maman. Il faut que les mamans s'attendent toujours à cette question. Où est mon père? Si son père est vivant, parce qu'il y a certains qui trouvent la subtilité de dire à l'enfant que son père est décédé ou bien qui essaient de donner d'autres réponses, mais en grandissant, l'enfant va distinguer. Et l'enfant qui, tant qu'il n'a pas la réponse par rapport à son père, va être en situation trouble du point de vue psychologique parce qu'il va se poser des questions. Il va se considérer comme un enfant qui n'est pas normal, qui est différent des autres enfants. Et cela va faire de sorte qu'en lui, il y aura une certaine frustration avec laquelle il va grandir. C'est la raison pour laquelle ce genre d'enfant doit être bien encadré au plan psychologique pour permettre à cet enfant-là de grandir et de pouvoir avoir les réponses qu'il attend quand ce sera le moment, parce qu'il y a des réponses qu'on donnera à l'enfant par rapport à cette situation au fur et à mesure qu'il prend de l'âge, au fur et à mesure qu'il grandit. Une pétition est lancée au niveau national pour la révision du Code de la famille, une initiative de l'organisation Touche pas à ma sœur, Ismaël Kambi. Actuellement, nous sommes à 2 millions de signatures. Notre objectif, c'est d'avoir 5 millions de signatures pour pousser l'État vraiment à réviser le Code de la famille allant dans le sens surtout de la recherche de paternité. Nous avons aussi adossé à cette stratégie une proposition de loi que nous allons également déposer à l'Assemblée nationale au niveau du Conseil économique et social et l'envoyer le président. Cette proposition de loi pour l'éradication, une bonne fois pour toutes, du refus de paternité. Bien avant, en 2015, l'association sénégalaise qui milite pour le droit des femmes avait engagé un projet de loi dit Papa obligatoire. Elle avait demandé au gouvernement du Sénégal à ce qu'un changement soit apporté au corpus législatif en matière de paternité. Aucune suite, malgré les nombreux soutiens du projet de loi par des Sénégalais. Selon des religieux comme l'islamologue Imam Makhtar Ndiaye, en dehors du lien du mariage, le droit islamique ne prescrit et n'impose pas à l'homme la reconnaissance de paternité. Si l'enfant est né hors mariage ou dans un mariage qui n'est pas du tout reconnu et accepté par l'islam, dans ce cas précis, cet enfant ne pourrait en aucun cas être affilié à l'homme comme étant son vrai papa, même si par la suite ce dernier épouse sa maman ou le reconnaît comme étant son vrai papa. Et en cas de succession ou d'héritage, cet enfant issu hors mariage, bien qu'étant reconnu par son papa, ne va pas bénéficier de la succession de ce dernier, mais il pourra bénéficier de la succession de sa maman. Toutefois, des preuves comme les tests ADN peuvent permettre aux juges musulmans de se prononcer sur l'affaire. Sur le plan moral et humain, un père doit avoir l'audace de reconnaître son enfant, peu importe les conditions de sa naissance. Il ne doit pas fuir ses responsabilités. Et aujourd'hui, ce phénomène de refus de paternité est devenu un drame social avec son lot de conséquences désastreuses. Du côté de l'Église, le droit canonique n'évoque nullement le refus de paternité. C'est ce que nous fait savoir Abbé Alphonse Biramdour, curé de la paroisse Saint-Paul
de Grand Yoff. Je voudrais rappeler une vérité fondamentale pour l'Église. La procréation dans l'Église, le plaisir charnel est intimement lié à la procréation qui, en soi, s'opère dans les liens du mariage. L'Église défend donc la vie à travers la coopération sexuelle entre deux conjoints qui se sont donné donc leur oui définitif dans les liens du mariage. L'enfant est un don de Dieu, poursuit par ailleurs le curé. L'enfant que Dieu donne dans les liens du mariage, comme l'enfant que donne Dieu hors des liens du mariage, est un être de Dieu, un être aimé de Dieu. Et que donc par conséquent, cet enfant qui n'a pas demandé à naître a besoin de l'encadrement d'un père et d'une mère. C'est pour cela que le refus de paternité ne peut pas être cautionné par l'Église. En ce sens que, puisque les choses se sont déroulées ainsi, au point que cet enfant ne soit pas né dans les liens du mariage, eh bien, il est évident également que malgré tout, cet enfant a eu besoin de la coopération sexuelle de deux individus, que sont le père et la mère, et que donc par conséquent, à la naissance, cet enfant ne devrait pas rester orphelin de père. L'enfant est un don de Dieu. Comme une rose, un enfant est à la fois fragile et solide. Ça émerveille et ça étonne. Cette assertion de Roland Deliste ne semble pas faire écho favorable chez certains hommes au Sénégal. Ces derniers, après leur acte, ne trouvent pas mieux que de fuir leur responsabilité de père, une attitude qui n'est pas sans conséquence sur l'avenir de l'enfant en question.